Bonsoir à tous. Merci de votre présence distanciée sur les sièges. Donc on reprend cette année la troisième année du séminaire Design with Care qu'on a monté ensemble il y a plus de 2 ans maintenant, avec une approche qui commence à se préciser par rapport à l'ouverture qu'on a fait sur les 2 premières années. Juste pour rappel, sur l'année 1, on avait un petit peu essayé de chercher dans différents endroits comment la notion de prendre soin pouvait impacter les projets qu'on faisait, les réflexions qu'on avait. À la fois, on s'était penché sur des problèmes d'historiographie. Est-ce que cette notion de care avait un sens historiquement? À la fois, en allant voir du côté de Charlotte Perriand, qui est une personnalité qui nous inspire aussi beaucoup dans son travail, mais aussi du côté des imaginaires, du côté des politiques publiques, du côté des modèles économiques, du côté du numérique et des milieux naturels. La deuxième année, on voit qu'il y a un petit peu moins de cours pour les causes que vous connaissez. Donc on s'était plutôt penché sur la question du lien entre ce design with care et la régulation démocratique. Notamment à travers Alexandre qui nous avait parlé justement de ce lien avec la régulation démocratique de façon très concrète dans une collectivité dans laquelle il travaillait, mais aussi sur la problématique des communs avec Lionel Morel et sur la problématique plus complexe de la façon d'arriver à s'abstraire de ce modèle qui est en train de se défaire, dans lequel on est en train de vivre, et du lien du design with care avec l'Anthropocène. Et puis le géographe Michel Lusseau qui nous avait fait le dernier cours avant confinement sur le space care et la notion d'attention au territoire. Donc cette année, on va vous l'expliquer dans ce premier cours, mais aussi dans un second cours, puisqu'au départ on avait prévu de faire un seul cours en duo, et puis il s'avère que la matière qu'on a à transmettre est plus importante que ce qu'on pensait au départ. Donc on a décidé de scinder cette première partie en 2. On va travailler un petit peu sur des thématiques un peu précises qui sont ressorties des études qu'on a fait l'année dernière et du travail qu'on a en cours. Pour l'instant, elles sont marquées de façon imprécise et elles vont se préciser, notamment sur la question de l'hybridation et du vivant, sur la question du camouflage et de la furtivité, sur la question du détournement et de toute la partie de la problématique du soin social, et sur la question de la maintenance et de la durabilité programmée. Donc le prochain cours, il sera le 18 novembre pour ceux qui veulent le noter, et ça sera la deuxième partie de ce cours-là. Alors pour aujourd'hui, on va séquencer notre approche en 3 étapes, 3 dimensions. La première, c'est la notion de climat de soins, qui est une notion qu'on a développée notamment au travers d'une exposition qui a lieu actuellement à Lille, dont on va vous parler. La deuxième, qui est sur les enjeux du Verstollen, le Verstollen étant ce qu'on avait posé en toute fin de cours l'année dernière, et qui est vraiment la conceptualisation du travail qu'on est en train de faire ensemble. Et la troisième partie, qui est une déclinaison de ce Verstollen qu'on a appelé ce qui ne peut nous être volé, et vous allez comprendre pourquoi. Alors, climat de soins. Donc le climat de soins, cette notion, elle nous vient de plusieurs travaux. La première chose, c'est les travaux qu'on réalise ensemble. Quand je dis ensemble, c'est dans l'écosystème dans lequel on travaille ensemble et qu'on continue de construire, et qui sont des travaux avec une variation la plus grande possible. Quand je dis variation, c'est-à-dire qu'on est vraiment en mode d'apprentissage et d'expérimentation. Pour vous donner un exemple, cette année, on a finalisé le lancement du jardin permacole à la commanderie de La Vaufranche. On a lancé une forêt comestible en novembre dernier avec l'équipe aussi, donc c'est première attention sur quel est le lien avec la restauration des milieux naturels. On a lancé aussi la réflexion de la plus grande partie, de la partie la plus abîmée, on va dire, de la commanderie de La Vaufranche, qui était sa chapelle. Donc là, le chantier qui a été un très gros chantier en construction à la fois de dossiers, mais surtout en réalisation, va se finir là dans quelques jours, dans une semaine, donc je pense qu'on aura des choses à vous montrer ensuite.
Et il nous a permis de commencer à questionner quelle était la problématique qui apparaissait entre le soin, le prendre soin et la restauration dans le sens bien sûr de la restauration des milieux, et là en l'occurrence d'un milieu architectural, avec un certain nombre d'études qu'on a fait auprès des compagnons qui sont sur place, et qui fera l'objet d'un cours particulier avec un philosophe et charpentier qu'on va essayer d'inviter et de faire venir parler de son travail. À côté de ça, on a aussi des projets qui sont tenus, notamment toute la tenue d'un projet sur l'amélioration des urgences à l'hôpital, avec l'hôpital Pompidou, qui a été financé par le CNSA, qui est un travail qui a abouti il y a quelques mois et qui nous a beaucoup appris sur la façon dont effectivement travailler particulièrement dans les milieux de soins nous permet de tirer des fils sur les méthodes qu'on peut créer pour d'autres milieux qui méritent du soin, peut-être de façon moins affirmative que dans un hôpital bien sûr. Et on a un très beau projet qui démarre, qui est un projet qu'on a proposé dans le périmètre du CHU Sainte-Anne avec lequel nous sommes liés, qui est un projet sur la contention volontaire. Je ne sais pas si Cynthia tu veux en dire deux mots, ou en tout cas c'est un projet qui débute sur à la fois une intuition et une conviction sur le fait qu'on pourrait proposer aux patients et à tout l'environnement de l'hôpital un mode de contention qui serait demandé et qui serait sur demande pour le patient et non pas imposé. La cinquième chose qu'on voulait vous montrer et qu'on va un petit peu détailler dans ce cours, c'est la frise du Verteulen, qui est tout un travail qu'on réalise en documentation depuis à peu près 6 mois et qui va avoir pour vertu d'essayer de voir si finalement lors des grandes failles de l'histoire, et ces failles peuvent être sanitaires comme celle d'aujourd'hui ou comme celle du début du siècle, elles peuvent être économiques, elles peuvent être politiques. Est-ce que pendant ces grandes failles, finalement, les grands modes de pensée et les grands modes d'évolution du design se sont rejoints de manière particulière, et pour faire quoi? Donc ça, c'est aussi à l'étude et il y a déjà des pistes intéressantes qu'on souhaiterait vous partager. Et enfin, la dernière chose, c'est, j'allais dire, le fait que la chaire doctorale pilotée par Cynthia dans le cadre de la chaire de philosophie à l'hôpital, qui représente aujourd'hui 9 doctorants et 5 chargés de mission, et la chaire Humanité et Santé ici au CNAM, nous permet d'élargir aussi ce spectre de réflexion et de voir comment on peut à chaque fois enrichir ce qu'on essaye de trouver sur le design WithCare avec des approches beaucoup plus spécifiques sur la problématique du numérique en psychiatrie, sur des problématiques du robot et du social, enfin des choses qui sont très, très spécifiques et qu'on essaye de mettre à une échelle plus liée aux projets liés au design. Alors, dans cette première partie, on va vous parler d'une expérience qui est en cours, que vous connaissez peut-être, mais qui a le mérite d'être ouverte jusqu'au 15 novembre pour ceux qui veulent y aller. Comme vous le savez peut-être, la métropole de Lille a été nommée en 2020 capitale mondiale du design. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle a un engagement de voir comment le design peut être présenté sur un territoire qui est un territoire de ville. La dernière c'était Mexico, là la métropole de Lille a gagné contre Sydney, et montrer comment le design intervient dans la cité et pour y faire quoi et de quelle manière. Donc nous sommes à la fois dans le comité de programmation qui est dirigé par Caroline Lafégie, et nous avons en charge ce qu'on appelle une maison POC. Donc pour un peu préciser ce que ça veut dire, la proposition de la métropole de Lille était de dire finalement, plutôt que de montrer des projets finis et de montrer qu'on est les plus forts du monde et qu'on a fait les meilleurs projets aboutis dans une ville, on va plutôt montrer les expérimentations territoriales et un grand appel à projet à ces fameux POC, ces expérimentations, ces Proof of Concept, a été proposé à tous les acteurs de la métropole, et on s'est retrouvé avec 500 propositions de projets qui étaient toutes des expérimentations spécifiques avec des entreprises, avec la communauté publique, par des associations, par des particuliers, enfin toutes sortes de communautés.
Dans ces 500 propositions, nous avons choisi d'en sélectionner une cinquantaine qui nous semblait particulièrement en lien avec la notion de prendre soin qui nous intéresse, mais vous y trouverez aussi une autre maison POC par exemple sur l'économie circulaire, une autre sur l'habitabilité, une autre sur la ville collaborative. Donc chacun de ces maisons sont des lieux dans lesquels sont présentées des expérimentations de la métropole et permettent de se rendre compte, d'essayer de voir ce que peuvent créer ces expérimentations. Le premier constat qu'on a fait qui nous amène à ce premier chapitre, c'est que finalement, si on regarde les expérimentations qu'on a sélectionnées, en soi, elles ont une diversité qui est extrême. C'est-à-dire qu'il va y avoir des tout petits projets faits par des acteurs non professionnels et des très gros projets faits dans un cadre beaucoup plus, d'organisation, soit corporate, soit publique, beaucoup plus géré, beaucoup plus maîtrisé. Bien sûr, toutes ces expérimentations ont en commun une chose, c'est qu'elles intègrent le design dans l'expérimentation, c'est-à-dire le designer dans l'expérimentation. Non pas pour dessiner l'expérimentation, mais pour être un des acteurs qui va permettre que cette expérimentation ait du sens pour la question qu'on a identifiée. Ça, c'est le deuxième point. Le deuxième point, c'est que tous ces projets ont en commun d'avoir identifié quelque chose, un endroit, un public qui leur semble demander une part de soin plus grande. Mais finalement, cette identification, elle ne fait pas forcément le projet. Donc, ce qui fait vraiment le projet global, c'est qu'en étudiant tous ces projets, on se rend compte que c'est, j'allais dire presque, la façon dont tous ces projets se relient entre eux qui crée du soin. C'est-à-dire que c'est l'ensemble de ces projets qui nous a fait penser qu'on était dans une zone où il y avait un climat de soin qui naissait de ces expérimentations. Donc ça, c'est vraiment la première étude et la première intuition qu'on a eue. Et on a tourné toute la pratique et toute la scénographie de notre exposition, donc à la Folie Oisem, qui est un lieu qui est une folie qui fait partie des 5 maisons POC et qui est dans un des quartiers de Lille. Tout notre travail a été autour de ce climat de soin. Qu'est-ce qu'on y retrouve? La première chose, c'est que cette notion de soin, de prendre soin et de design, elle ne vient pas du tout spécifiquement de l'année 2020 ou même de l'année 2018 ou 2010. C'est une notion qui est totalement intégrée dans la pratique du design depuis très longtemps. Mais elle est intégrée à des moments qui sont des moments de reconstruction, des moments de sortie de faille ou des moments de faille qui ont poussé les designers à réagir et à proposer des solutions. Alors vous savez qu'on est très fan et très lié notamment à cette première expérimentation qui a été faite par William Morris, notamment parce que c'est probablement un des premiers designers qui a travaillé avec un philosophe qui était Engels, et ils ont créé ensemble une des branches de la Ligue socialiste londonienne avec une idée de prendre soin qui était de dire comment le design peut être un design à dessin, EIN, et plutôt s'intéresser à ce qu'il produit en termes de collectif que ce qu'il produit en termes d'objets ou de produits manufacturés. Mais on peut en citer plusieurs, on va en citer d'ailleurs plusieurs, notamment ce projet qui est quand même assez beau aussi, qui est présenté dans l'exposition sous forme d'images, qui sont le projet d'Attel de Charles et Ray Eames, qui était en train de travailler sur toute la problématique de la production industrielle du bois moulé. Vous connaissez tous les chaises des Eames, qui sont des grands classiques du design aujourd'hui, qui sont faits dans cette technique-là. Et en 1942, ils ont commencé à développer, en voyant l'afflux des blessés de guerre, à développer une attelle spécifique avec cette pratique industrielle, mais aussi en faisant toute une étude sur l'usage qui allait avec, la légèreté, la possibilité de passer des bandages dans des ajours sans qu'on soit obligé d'enlever l'attel, etc., etc. Et ils ont vraiment procédé par, j'allais dire, étapes qu'on voit là sur cette photo, plutôt de droite à gauche que de gauche à droite, en partant sur des choses qui étaient au départ que
du bricolage avec du carton, du scotch et des tout petits bouts de bois, et en arrivant jusqu'à une pièce finie qui sera quand même produite en plusieurs milliers d'exemplaires. Dans ce climat de soins, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve de façon assez séquencée, et j'allais dire, on n'a pas beaucoup de projets qui sont en dehors de ces trois grandes thématiques. Donc trois thématiques clés: le soin à la santé des individus, le soin à la société et le soin au milieu naturel. On a choisi quelques projets qui nous intéressent par rapport à chaque thématique. Dans la première thématique, donc le soin à la santé des individus, il y a ce très beau projet qui est un projet bruxellois qui s'appelle Wheel of Care, où un collectif de jeunes infirmiers et infirmières, notamment obstétriques et notamment à domicile, a décidé de revoir toute la façon dont ils se déplaçaient, ils avaient un lien entre eux et avec leurs patients, et ils pouvaient du coup redévelopper un certain nombre d'usages, notamment à travers la façon dont ils ont dessiné leurs propres vélos qui leur servent à ce déplacement, notamment les trousses et les outils qu'il y a dans ces trousses, notamment la façon de gérer le planning, etc. Donc c'est assez intéressant parce que c'est un projet qui est totalement lié aux soins, mais qui va prendre un petit peu toutes les dimensions un peu classiques du design, le design d'objets, le design de services, le graphisme, etc. Le deuxième projet qu'on aime bien, c'est le projet de Molly Bonnel, qui va travailler sur des vêtements. Donc là, on est plutôt dans la partie vestimentaire, et va développer toute une gamme de vêtements qui va être adaptée à l'expérience hospitalière. L'expérience hospitalière étant faite d'objets et de protocoles qui souvent vous obligent à porter soit des blouses particulières, soit des choses qui stigmatisent un petit peu le soin et la maladie. Donc elle va développer, il y a à la fois des chaussures, des pulls, des blouses, mais qui sont presque des vêtements du quotidien, avec des entrées à des endroits dont on n'a pas l'habitude, au niveau des coudes, avec des manières de fixer tout ce matériel médical de manière particulière intégré dans les vêtements, etc. Un autre projet dans un environnement hospitalier qui est le projet qui a été développé par le LABA au CHU de Sainte-Anne, au CHU de Sainte-Anne, qui est un projet qui a été d'essayer de comprendre avec les patients comment pouvait être transmis une cartographie de l'environnement de l'hôpital qui permettrait d'imaginer qu'on pourrait circuler mieux dans et en dehors de l'hôpital, mais sans être dans une cartographie classique, c'est-à-dire que à la fois les référents couleurs, mais aussi les référents des fonctions des lieux ont été définis avec les patients, pour que finalement on ne soit pas dans une cartographie qui nous dise forcément où prendre un bus ou où acheter du pain, mais plutôt une cartographie qui dise l'attention auxquelles sont sensibles les patients qui ont été consultés, notamment les espaces verts, notamment la partie par exemple plus silencieuse du quartier, notamment des choses qui sont finalement assez liées à leurs propres besoins. Et elle a été représentée, cette carte, sous cette forme de cet énorme disque avec ce code couleur et une légende très particulière. Et cet énorme disque se retrouve dans les lieux d'accueil, dans les salles d'attente, à plusieurs endroits clés de passage des patients. Et puis dernier projet dans la partie plus santé, c'est le projet de Rétotoni, qui est un projet assez intéressant, notamment dans sa conception, puisqu'il a vraiment été fait en mode expérimentation très très vite, puisque vous voyez le petit bidouillage sur la partie droite, avec une chaise classique qui a été découpée, du scotch, du carton, du bois, des fils, des câbles, et une approche ergonomique très intéressante qui est venue notamment de la problématique pour certaines personnes qui utilisent ce matériel, d'avoir à se courber et à forcer de façon très forte lors de la conduite du siège. Donc là, une partie de la conduite est réalisée par le fait de pouvoir basculer avec son corps. Et du coup, avec ce corps-là, en avant, en arrière, à droite, à gauche, de pouvoir
faire tourner les deux petites roulettes que vous voyez sur le devant, en soulageant énormément les bras, les épaules et toutes les pathologies qui arrivent avec un objet qui est très compliqué à manœuvrer. Sur la partie soins à la société, alors là on vous a sélectionné 4 projets qui sont 4 approches très différentes. La bulle Helix qui a notamment été pilotée par un designer qui s'appelle Simon Aurier, qui est une extension pour un navigateur web qui permet d'afficher dans une infobulle la définition d'un mot, la définition d'une phrase en langue des signes. Ce qui permet d'apporter une accessibilité particulière. Effectivement, c'est un designer qui travaille beaucoup sur ce type de problématique, mais c'est intéressant de voir comment ça peut aussi avoir du sens, pas que dans l'aspect physique des choses, hein, l'aspect matériel, mais aussi sur l'aspect numérique. Ce qui est le cas aussi des surligneurs, un très beau projet où là, ce qui nous semble intéressant, c'est que le soin à la société, il n'est pas forcément du côté juste de la santé, mais il peut être aussi du côté des piliers de la démocratie, hein, la problématique de la justice, la problématique de l'éducation. Donc ici, ça s'attaque à une problématique qui est liée au droit et à la justice, puisque c'est un site qui a été développé par un collectif à la base d'enseignants-chercheurs, mais qui a été mis en œuvre aussi par des designers, et qui permet d'aller surligner, comme son nom l'indique, des propos de personnalités, politiques ou pas, et d'aller les commenter sous l'angle du droit. Est-ce que si je dis telle et telle chose, est-ce que sous l'angle du droit c'est vrai? Est-ce que j'aurai la possibilité de le faire juridiquement? Ou est-ce que c'est une déclaration qui tient peut-être dans un contexte de communication, mais qui ne tient pas du tout dans un contexte de droit? La Maison des Femmes, qui est un projet lillois qui est très intéressant, porté par Tiffaine Dejonge en termes de design, qui a été la co-conception d'un lieu totalement ouvert, avec ou sans enfants, mais beaucoup moins stigmatisant pour le Centre communal d'action sociale de Roubaix, et qui a été développé ensuite et partagé. Ce lieu-là avait notamment comme but de déstigmatiser le fait que les femmes qui y avaient accès étaient, j'allais dire, c'était plutôt un lieu qui était une gare d'aiguillage. Et une gare d'aiguillage dans ce moment de vulnérabilité, c'était vraiment quelque chose qui était perçu comme créant encore plus de vulnérabilité. Donc de gare d'aiguillage, c'est devenu un lieu ouvert dans lequel on peut rester et dans lequel la stigmatisation de cet aiguillage vers d'autres solutions d'accompagnement était complètement, j'allais dire, effacée par à la fois les usages, à la fois le design qui a été proposé, et à la fois le service qui est proposé par les acteurs de ce lieu. Et dernière chose sur le soin à la société, c'est de l'ordre d'une expérimentation qui est une expérimentation virtuelle, qui est un designer qui s'appelle Mathieu Cherubini, qui travaille beaucoup sur le système des voitures autonomes et qui propose notamment un site sur lequel il a mis en scène une scène assez classique un camion autonome rencontre une voiture autonome et des piétons sont en train de traverser la route. Et suivant le design que vous faites de l'algorithme, vous allez avoir un résultat totalement différent. Soit le camion va se scratcher, soit le camion va aller scratcher le piéton, suivant des paramètres qui sont, on pourrait dire, assez... ça devient extrêmement froid, c'est-à-dire quel est le montant des cartons et des marchandises qu'il y a dans le camion, qui est la personne qui traverse. Alors vous pouvez choisir par exemple Donald Trump et voir ce qui arrive, qui y a dans la voiture, quels sont les montants des assurances qu'ils ont pris, quelle est la météo, c'est-à-dire est-ce que par exemple le fait que la route est mouillée, je me dis que ça peut être une bonne occasion d'avoir un accident qui pourrait être perçu comme un accident lié à la météo. Et ça pose vraiment la responsabilité de la morale et l'éthique du design de ces algorithmes, puisque là, c'est lui le designer qui a designé ces algorithmes et les choix qui vont en découler. Et puis, dernière thématique, c'est le soin au milieu naturel. Alors on a un peu un running gag avec la plante d'Élise Morin qu'on vous a déjà présentée, mais comme le travail avance, on continue de le présenter et puis on l'a représenté dans l'exposition avec cette question qui est quand même
particulièrement intéressante à être traitée par un designer et un créateur, comment coexister sur une terre abîmée. Et elle travaille donc au fait de développer une plante alerte, qui est une plante qui, dans 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans, pourrait faire partie de l'écosystème et pourrait changer de couleur sur des environnements où la nocivité est avérée, notamment, par exemple, elle a fait un test dans la forêt rouge à Tchernobyl pour montrer comment la plante change de couleur et comment elle pourrait être introduite dans ce type d'environnement en mode signalétique naturel. Il y a aussi le projet, et là on est en plein dans la collaboration avec les bactéries qu'on essaye d'apprendre aujourd'hui. Donc le projet Pili de Marie-Sarah Adenis, qui a travaillé justement sur un mode assez collaboratif en voyant comment finalement un certain nombre de bactéries, c'est une biologiste à l'origine qui a après fait des études de design, comment un certain nombre de bactéries pouvaient peut-être aider à créer, alors là en l'occurrence il s'agit de colorants, et aider à créer des micro-organismes qui seraient une alternative aux colorants pétrochimiques. Donc c'est un des volants, et je pense que c'est un des volants qu'on va pousser dans un des cours, sur le lien entre la biologie et les méthodes de design, sur la manière dont on peut trouver cette métaphysique du mélange, là, comme dirait Kochia, dans les projets qu'on peut avoir. La maison médicale, alors ça c'est une thématique qu'on va développer aussi cette année, qui est sur le lien entre la nature et le soin. On a plusieurs projets qui sont en train de démarrer là-dessus. Et ça, c'est un assez beau projet qui s'appelle Sensi Végétal, qui a été fait avec la maison médicale Jean 23, et où c'est des ateliers liés, notamment dans ce lieu, à une interaction entre le personnel soignant, des plantes qui sont des plantes pas forcément médicinales, qui sont proposées à la fois pour qu'il y ait plutôt une approche sensorielle et une approche de lien avec cette nature, en essayant de voir si ce lien avec cette nature produit du soin ou pas. Et puis le dernier, c'est un projet pour sensibiliser les élus au réchauffement climatique. Donc c'est à la fois des ateliers qui ont été créés, mais aussi des modules qui sont comme des espèces de briques, et chaque brique représente un volume lié à ce réchauffement, et au fur et à mesure, ces volumes s'empilent et représentent, j'allais dire, l'avancement de façon très concrète sur la place publique des problématiques qu'on peut avoir par rapport à ce réchauffement. Celle-là, elle est pour toi. Alors, je fais une petite introduction sur l'affiche que vous voyez ici, qu'on a créée pour l'exposition, et au dos duquel il y a un des premiers textes qu'on a écrit pour l'exposition. Cette affiche, elle est juste là, et on vous en a amené normalement assez pour que, si vous avez envie d'en prendre une, vous puissiez partir avec à la fin de la séance. Oui, alors, comment dire, oui, le climat de soins, en fait, part d'une théorisation qui serait de dire, voilà, aujourd'hui, un des enjeux, c'est de produire un agir politique qui attrape différents échelons, et en l'occurrence l'échelon local, l'échelon territorial, l'échelon national, l'échelon international. Et c'est ça, une des grandes difficultés d'aujourd'hui, c'est de produire un agir qui articule ces différents points. Et ça transforme nécessairement la nature du politique, la manière dont... voilà. Et par ailleurs, on s'est inspiré de différentes cartographies, et notamment de la cartographie qui est celle liée à la Convention de la biodiversité. Vous le savez, hein, je crois je ne sais plus si on l'avait posé les années précédentes, mais nous avons une cartographie posée par l'ONU,
qui considère qu'il y a des hotspots de la biodiversité au niveau international. Ces hotspots de la biodiversité, aujourd'hui, je crois qu'il y en a une trentaine, j'ai plus le chiffre en tête. Et qu'est-ce que ces hotspots de la biodiversité? Ce sont tout simplement des lieux qui représentent entre 2 et 3% du territoire terrien, mais qui sont régulateurs entre 30 et 60% du maintien des services écosystémiques. Donc ça veut dire que 2% du territoire de la Terre a potentiellement une valeur de régulation pour l'international qui est assez forte, notamment sur la question de la préservation des services écosystémiques qui sont, on l'a dit et redit, et par ailleurs la transition écologique valide cela, ces services écosystémiques qui sont protecteurs du contrat social. Donc la question se pose, qui gouverne, quel est le type de souveraineté nationale ou gouvernance mondiale qui attrape ces fameux hotspots. Donc ça, c'est un premier point, et aujourd'hui, on n'y est pas, c'est extraordinairement compliqué, etc. Bon. Donc à partir de ce schéma-là, on s'est dit, mais après tout, est-ce qu'on pourrait dresser une carte qui, au lieu de faire des hotspots de la biodiversité, ferait des hotspots de la vulnérabilité? Et à ce moment-là, est-ce qu'on pourrait identifier à l'international des endroits, des dispositifs, des modes de vie, que sais-je, en tout cas qui racontent quelque chose d'une faille systémique possible. Sous-entendu, si on identifie ces points de faille systémique possible, si on les rend capacitaires, à ce moment-là, non seulement on crée une résilience territoriale possible, mais peut-être même une résilience de la norme à l'international. Voilà l'hypothèse de départ. Et à ce moment-là, le jeu, c'est, alors, ils sont où ces fameux hotspots? Sous-entendu aussi par rapport à ce que vous a dit tout à l'heure Antoine sur la notion de climat de soins, c'est que par ailleurs, ces hotspots, ils peuvent avoir une variabilité en termes d'échelle. Ils ne sont pas nécessairement tous pareils, mais justement, par comme ça des espèces d'ergonomie un peu fractale, on va à un moment donné faire un passage à la norme, à penser, puisque je vous rappelle que notre problème commun aujourd'hui, c'est le passage à l'échelle hors massification. Et donc à un moment donné, on a toujours fait jusqu'à présent plutôt du passage à l'échelle avec de la standardisation, avec de la massification. Le seul souci, c'est que cette massification, cette standardisation porte des effets collatéraux dommageables assez forts. Donc on pourrait dire des externalités négatives fortes. Donc en gros, comment on fait du passage à l'échelle avec des externalités positives et en même temps avec un efficace qui soit malgré tout au rendez-vous de l'état social de droit, puisque c'est quand même ça qu'on essaye de faire aussi. Donc voilà, donc on cherche à identifier ces points. Pour vous donner un exemple de point qui nous intéresse, ce sont les mines de terres rares, qui nous paraissent être un point de vulnérabilité systémique important, parce qu'elles conjuguent quantité de vulnérabilité qui va du travail même des enfants jusque, bien évidemment, l'extraction et la destruction écologique d'une terre, et puis en même temps, derrière, au loin, la société de consommation du numérique qui ne peut pas vivre sans ça, les grands groupes, les multinationales, et en même temps, les mines de terres rares, c'est par exemple, pour ne pas la nommer, le Katanga, donc des lieux où la géopolitique de la ressource est extraordinairement dangereuse, compliquée, etc. Donc voilà. Donc si tout d'un coup on attrape ce point, et si on produit un climat de soins sur ce point, la question c'est qu'est-ce que ça fait politiquement? Où est-ce que ça nous emmène? Est-ce que ça
ça peut nous faire mettre en place voilà, un design de politique publique ou une manière de faire du développement. Qu'est-ce qu'on attrape comme ça? Pareil pour d'autres lieux qu'on a identifiés, près en l'occurrence de Fukushima, etc. Donc on dresse cette carte. Et le but, c'est à un moment donné de partager cette carte et de la partager bien évidemment avec des designers, des ingénieurs, des anthropologues, des sciences humaines, des économistes de la régulation pour dire tiens, voilà, ces lieux, selon nous, ils nous paraissent porter un enjeu de forme de vie et de normes de vie, pour ceux qui étaient tout à l'heure en cours avec moi, de normes de vie qui, tout d'un coup, racontent quelque chose, encore une fois, de régulateur, pas simplement pour le territoire, mais pour, bien évidemment, l'international et plus globalement pour un écosystème des soins. Soins aux individus, soins au milieu naturel, soins éventuellement à l'édification d'un état de droit ou en tout cas d'institutionnalisation de nouveaux dispositifs nous emmenant vers ce que Amartya Sen, John Rawls ont pu appeler, je ne sais pas moi, des dispositifs de rationalité publique, enfin des dispositifs en gros d'empowerment capacitaire, etc. Donc voilà ce qu'on essaye de faire. Et puis bien évidemment, quand on dit tiens, qu'est-ce que c'est de rendre capacitaire ces lieux, résultat, ça nous a amené à modifier légèrement la notion de proof of concept et d'aller vers la notion de proof of care, c'est-à-dire on ne fait pas simplement une preuve de concept, on fait une preuve de soin. Donc c'est un petit peu différent, c'est une expérimentation particulière qui va être dédiée, encore une fois, à la vérification d'une montée en capacité de l'écosystème, des individus, etc., etc. C'est moi ça aussi ? Alors, non, tu vas le faire ça. Ah, je vais le faire. Oui. Allez. Du coup, dans cette problématique de climat de soins et de Verstollen, donc les enjeux du Verstollen, qui est la terminologie qu'on prend par ce terme allemand qui veut dire tout ce qui est de l'ordre plutôt de ce qui ne peut nous être volé, la furtivité, c'est comme ça que nous on l'écrit, en tout cas c'est comme ça qu'on a envie de le définir. On se rend compte que le design a toujours, à tous les moments de l'histoire, rencontré des problématiques qui ont toujours finalement constitué un peu le cœur d'interrogation de la philosophie politique et morale. Donc là, on a quelques exemples à donner, mais par exemple, ce premier exemple qui est sur l'intégration de la question des corps, l'intégration de la question des corps, à la fois notre corps physique, mais aussi notre corps social, mais aussi demain le corps animal, le corps végétal, avec des travaux notamment qu'on peut commencer à lire sur ce qu'on appelle un petit peu l'école de l'écophilosophie, comme Kochia, avec ce très beau livre sur la vie des plantes, métaphysique du mélange, qui est de voir comment, par exemple, aujourd'hui, on va pouvoir arriver à arrimer tous ces corps de manière beaucoup plus fluide pour arriver à faire en sorte qu'on n'ait pas ce qu'on va appeler après une forme de chosification de chacun, mais plutôt qu'on se réintègre dans un contexte qui est un contexte plus large, qui soit aussi un univers d'une santé plus globale, et qui soit aussi finalement une propension à designer ce mélange de tous ces corps et de ce corpus général. Mais c'est aussi bien sûr ne pas décupler le faire du penser. Donc ça, je pense qu'on aura aussi un cours particulier là-dessus. On avait parlé de ça dès le début du travail qu'on faisait ensemble. Cette notion de faire d'un côté, de penser de l'autre, qui est quand même arrivée assez fortement avec le terme de design, des INEO à la Renaissance. Il a été au départ quelque chose qui était beaucoup plus intéressant, en tout cas à mon avis,
qui était de dire le mode de représentation va aider à qualifier des modes de pensée. Donc par exemple Galilée a commencé à faire un mode de représentation graphique qui lui permettait de parler de sa conceptualisation, mais plus tard beaucoup de scientifiques se sont appropriés ce mode de faire, ce mode de dessiner les concepts, et on fera probablement justement un cours sur ce lien entre science et design sous cet angle de la représentation. Oui, alors bon, pour ceux qui étaient là en année 1, on avait effectivement rappelé ces différents héritages. Donc John Dewey, la notion d'expérience qui est absolument essentielle, la notion d'extinction de cette expérience avec Benjamin, et puis les enfants, entre guillemets, les héritiers de cette notion-là de l'extinction de l'expérience. Il y en a multiples, jusqu'à potentiellement même les modélisations d'effondrement qui sont les nôtres aujourd'hui, ou de traumatisme. Alors pour juste le fait qui est là, qui est le texte de Benjamin, non, c'est le texte de, je ne sais plus, oui, c'est le texte de Benjamin, oui, le texte de Benjamin, et qui comment dire, voilà, rappelle, non, c'est pas le texte de Benjamin, c'est le texte d'Agamben. C'est le texte d'Agamben, je pense, qui renvoie à Benjamin, puisque Benjamin, en gros, a été un des premiers à vérifier que les expériences mutiques, entre guillemets, du retour de guerre, qui était que, en fait, une des manières de vérifier qu'il y a traumatisme, c'est que, d'une certaine façon, la capacité de faire expérience est touchée. On n'arrive plus à faire expérience, on n'arrive plus à produire une synthèse qui fait que, tiens, le rapport au réel va produire autre chose qu'un fracas. On n'arrive plus à être résilient, si vous voulez le dire autrement. Et Benjamin expliquait que c'était très typique de ceux qui avaient vécu un trauma, en l'occurrence celui de la guerre, et que, alors que c'était peut-être l'événement le plus grand de ce siècle, ça produisait précisément une incapacité d'expérience, puisque après il rentrait dans le trauma qui faisait qu'il rentrait dans le mutisme, il ne pouvait rien en dire, et donc il ne pouvait rien en faire, alors même que c'était une faille, pour le coup, systémique, déterminante, civilisationnelle, etc. Bon. Et Agamben, ensuite aussi, s'est saisi de cela en disant, mais en fait, on n'est pas du tout dans... En fait, ce qui est terrible aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas besoin de vivre une guerre pour avoir une expérience traumatique. C'est quand même ça qui est assez terrible. Et que, en fait, il y a de plus en plus des extinctions d'expériences qui arrivent par d'autres manières, et notamment par la conduite, on pourrait dire, de réification qui sont imposés par les mécanismes de réification qui sont imposés dans nos sociétés et qui font que, en gros, métro, boulot, dodo, boum, 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 chosification, etc. À la fin, vous ne savez plus faire expérience. Vous êtes lessivé, voilà, et donc, et c'est ce que raconte, entre guillemets, ce texte, c'est-à-dire par les modes de vie qui sont les nôtres, voilà, une forme d'assèchement et d'incapacité à... voilà, l'homme moderne rentre chez lui le soir épuisé par un fatras d'événements et il ne sait plus rien en faire. Bon, donc, pour le coup, nous, on essaye aussi de dire, le Verstollen, c'est déjà le fait de récupérer une potentialité d'expérience. On peut faire expérience, on peut faire un récit d'expérience et on peut être, comment dire,
en rapport avec le réel, on peut être façonné par le réel autrement que, réifié. Donc on peut avoir une relation beaucoup plus qualitative au réel. Et là aussi, ça renvoie, et on voit notre camarade Stigler qui nous a quittés trop tôt, mais pareil, les héritages de tous ces enjeux du Verstollen, ça renvoie bien évidemment à la dialectique qu'il peut y avoir entre technique, progrès, science, bien évidemment ce qui s'est joué de Heidegger à Stigler comme critique du progrès, comme nécessité d'avoir une fonction critique de la technique, non pas du tout pour produire une technophobie, mais au contraire pour produire, comme disait Simondon, une culture technique qui soit justement capable de se mettre aussi à distance d'elle-même. Bon, il y a la question, bien sûr, de la soutenabilité et puis des modes d'effondrement avec Diamond. On l'avait dit déjà, il y a la question de, j'allais faire un joli lapsus, j'allais dire l'engagement de l'objet, mais de fait, c'est quand même ça, c'est en quoi les objets aujourd'hui nous aident à édifier un monde commun, nous aident aussi à produire une subjectivité, alors même que nous avons aujourd'hui des objets qui, par l'obsolescence, n'ont plus de fonction stabilisatrice. Voilà. Bon. Donc ça, c'est très arendtien. Donc on voit ça aussi chez Anders, qui parle de la vérité honnête de l'objet, de la sincérité de l'objet, en gros. Donc c'est pas qu'un problème c'est un problème bien sûr d'utilité, c'est un problème de non-obsolescence programmée, c'est un problème de soutenabilité de cet objet, des externalités. Voilà, en gros, comment un objet a un engagement, si j'ose dire, comment on produit dans l'objet un engagement de stabilisation du monde et, par ailleurs, qui me donne, moi, le sentiment d'avoir un sujet digne de ce nom. Donc, fatalement, je ne produis pas n'importe quel type d'objet. Voilà, donc, il y a une espèce de dialectique aussi, et Dieu sait si en psychanalyse, on connaît la clinique des objets, qui est absolument aussi constitutive de la subjectivité d'un être. Donc voilà, petit rappel que tous ces enjeux-là, c'est à partir de là qu'on va, dans la troisième partie, essayer de dire, tiens, c'est quoi cette charte du Verstollen, encore une fois, qui se nourrit de ces différents penseurs, que ce soit Simondon, que ce soit Morton aujourd'hui jusqu'à la notion de l'hyperobjet, bien sûr que ce soit la notion de négociation à poser. Qu'est-ce que c'est voilà. Donc là maintenant on essaye de poser comme une sorte de manifeste qui pourrait être aussi mise en partage, encore une fois, comme la charte du Bauhaus a été mise en partage, comme la charte d'Athènes a été mise en partage, comme plus près de nous la charte d'Alborg, etc. Quel type de nouvelle charte on peut amener et qui peut être saisie de façon urbanistique, mais aussi de façon architecturale ou de façon philosophique pour penser ce grand continuum des soins. Donc par rapport à ça, vous voyez que je trouve qu'on est pile poil au lien d'une forme de complexité qu'on essaye de tisser, puisque quand on voit par exemple tout ce qui a été produit sur la notion d'expérience, quand on voit, la mode qu'il y a aujourd'hui autour du design d'expérience, moi ça me frappe à quel point finalement il y a une espèce de monde qui se tourne le dos, c'est-à-dire qu'on fait du design d'expérience avec une légèreté absolue, alors que depuis quand même un certain nombre de décennies, il y a des penseurs qui essayent de mettre en place un travail de pensée sur cette problématique qui, plutôt que de nous faire dire qu'il ne faut pas faire de design d'expérience, nous fait dire qu'il y a de quoi enrichir des cahiers des charges de façon assez magistrale, en s'inspirant à des moments un peu critiques de l'histoire,
de ces grands mouvements de pensée. Et je pense que c'est vraiment là le cœur de la bascule qu'on essaye d'avoir en termes de pratique du design. C'est-à-dire chaque moment de pensée peut être une qualité d'enrichissement d'un cahier des charges qu'il faut arriver à amener, parce que le design n'en sera que meilleur dans sa production ou dans sa non-production. Donc sur ce qui ne peut nous être volé, bien sûr, on cherche quand même une réponse à un monde qui est très instable, qu'on vit tous, qui pour l'instant est très impropre au durable, hein, on le sait, hein, on n'est pas du tout dans un monde où on a la conviction de la durabilité. Et puis face à autre chose qui sont le contrôle, l'isolement, face probablement aussi au ressentiment qu'on peut ressentir par rapport à soit nos voisins ou les services publics dans lesquels on doit vivre ces contraintes. Alors on se demande un petit peu, on a fait ce mot un peu bizarre de lazarettisation de nos vies, hein, mais c'est assez quand même étonnant aussi si on regarde historiquement, puisque lors d'une des grandes crises sanitaires épidémiques qui a été la peste du XVe siècle, finalement on n'était pas vraiment plus avancé que ce qu'on fait aujourd'hui, hein. Donc on a créé des lazarets qui étaient des lieux, il y en a un très beau à Venise, qui permettaient aux voyageurs arrivant de rester en quarantaine avant de rentrer dans la ville pour s'assurer qu'ils n'étaient pas porteurs de la peste. À ce même moment, il y avait des billets de santé qui nous permettaient de sortir de ce confinement ou de ne pas sortir, d'aller d'une ville à l'autre, etc. Donc ça, je ne vous fais pas non plus le dessin. Et puis, il y avait aussi toute une icône, une iconographie dans ces grandes failles sanitaires, comme là le médecin du Lazaret de Marseille. Donc ça, c'est un peu plus tard. Alors, on a failli mettre les images contemporaines qui vont avec, mais je pense qu'on les a suffisamment en tête et on voit bien à quel point il peut y avoir des parallèles assez forts. Donc cette lazarettisation, il faut pouvoir peut-être y répondre. On avait posé l'année dernière l'idée de ce double Damasio, qui était un petit clin d'œil au double diamant du design thinking, en se disant peut-être que la manière d'aborder, la manière de se positionner par rapport à toutes ces complexités, c'était de voir comment on pouvait développer une forme de furtivité, et puis valoriser une forme d'homéostasie. Alors c'est nos deux Damasio, Alain et Antonio. Homéostasie dans le sens finalement d'une forme de régulation par un équilibre global de toutes les forces en présence et de toutes les intentions en présence. On a un peu poussé pendant cette partie Covid et notamment le confinement, cette recherche-là qui amène quand même quelques points qui sont assez semblables à chaque fois qu'il y a une faille un peu critique. Ces points, c'est finalement dans la production des objets, des services, dans la production du monde quotidien pendant ces failles, il y a souvent un réagencement très habile des forces qui vient de fait. C'est pas les mêmes équipes, c'est pas les mêmes gens qui travaillent ensemble, c'est pas les mêmes collectifs qui font ensemble, c'est pas forcément les mêmes savoir-faire. Il y a un réagencement total des actifs, c'est-à-dire que ce qui traditionnellement est de l'ordre du brevet, du fichier source, du produit, du déchet ou de l'économie peut complètement basculer et se réinventer. C'est souvent des solutions qui sont disponibles mais détournées qui arrivent. Et ça c'est très important, c'est-à-dire qu'on va aller chercher ce qu'il y a là, et par le fait de la faille, par le fait de l'urgence, on va complètement détourner ce qui est déjà présent, et ce qui paraissait un petit peu sacralisé en termes symboliques et en termes d'objets peut complètement changer de sens. Dans ce sens-là, moi j'ai quand même un petit coup de cœur pour ce masque Décathlon avec sa petite pièce injectée qui me semble quand même presque le symbole d'une recherche de réconciliation entre un monde où tout va bien et on va à la plage plonger voir des poissons, et un monde où finalement il y a un peu d'urgence pour arriver à faire respirer correctement les gens les plus atteints. Et finalement cette percussion des imaginaires, cet imaginaire triomphant versus cette société en crise, elle se lie par ces nouveaux modes de conception, ces nouveaux modes de création, ces nouvelles temporalités de création. D'un coup, tout peut aller beaucoup plus vite. Pourquoi ? Parce que les normes juridiques sont plus du tout les mêmes, on n'est pas obligé d'y répondre, puisque ce qui fait foi, c'est la norme
sanitaire. Les économies traditionnelles sont bousculées. On peut le voir sur, par exemple, le fait que normalement il faut répondre à un appel d'offres pour pouvoir vendre un objet lié aux soins. Et puis là, il y a tellement de besoins et tellement peu de propositions que on peut d'un coup vendre à des États, à des budgets faramineux sans passer par des appels d'offres, jusqu'au tarmac de l'avion, comme on a pu le voir. Et finalement, l'état d'urgence, il va révéler ces failles, elles vont révéler des modes de pratique créatives et de design complètement différentes, qui arrivent. Là, j'ai remis un autre exemple avec Papanek. Pendant la crise pétrolière 73, il y a aussi des designers qui vont s'interroger sur la manière de réagir à cette faille. Est-ce qu'il faut tout simplement arrêter de produire? Comment on fait une écologie humaine et un changement social fort, avec ce livre manifeste qui est aussi une autre représentation de ce que peut produire le design dans ces moments de faille. Alors finalement, on arrive pendant ces moments, on arrive à des intentions ou à des obligations presque, où on est un peu de fait obligé à composer avec des opposés. Ce qu'a très bien écrit Edgar Morin, mais qui a beaucoup de sens aussi en termes de design. Donc il y a plusieurs opposés qui nous semblent intéressants à mettre en lumière. Le premier, c'est mondialisation, démondialisation. Donc mondialisation, oui, on est dans un monde de mondialisation, mais finalement, avec une faille, on va se rendre compte que la mondialisation va changer de sens et va être une mondialisation autour plutôt d'une forme de coopération et d'une forme de compréhension de ce que la mondialisation crée en coopération, même par-delà le vivant. Quand je dis par-delà le vivant, on vous a mis l'exemple du champignon de la fin du monde de Anna Tsing, qui explique bien comment finalement il peut y avoir, par ces liens de l'humain avec du non-humain, en l'occurrence ce champignon très recherché par les Japonais, une forme de mondialisation de tout un tas d'usages, jusque dans des contrées américaines, qui vont créer à la fois des modes de société, des modes d'interaction, des modes de collaboration, complètement différents, qui sont absolument loin de la mondialisation économique et industrielle, mais qui créent ce tissu invisible qui est très présent dans ces opposés. Donc cette mondialisation-là, composée, en opposé, avec une démondialisation, et qu'on a ressenti aussi pendant ce moment de crise et qui s'est ressenti dans d'autres crises, c'est que du coup, la nécessité d'autonomie, l'autonomie des États, mais l'autonomie aussi des collectivités, etc., va repasser sur le dessus et va un peu crier le besoin de démondialisation, puisqu'on se rend compte que si on n'a pas accès à tel et tel produit de première nécessité, on se retrouve dans une situation mondialisée qui va à l'encontre de nos besoins. Donc ça, c'est le premier opposé, mondialisation, démondialisation. Le deuxième, c'est croissance, décroissance. Alors, oui, on va avoir de la croissance, et la croissance, elle va être sur l'économie des besoins essentiels et probablement sur un mode de conception qui va favoriser l'essor de biens durables, réutilisables, préservant les modes de biodiversité. Il y a un très beau travail qui a été présenté en 2020 par Thomas Lomé, qui est une espèce d'open structure qui permet, avec un espèce de système de Lego géant, à la fois des matériaux, des systèmes électriques, etc., de construire un petit peu tout ce dont on a besoin de base, quoi. On a besoin d'une lampe, je peux faire ma lampe avec ce procédé-là. J'ai besoin d'une chaise, j'ai besoin de je ne sais quel élément, je peux le faire très simplement avec les mêmes éléments. Et puis là, j'ai mis, mais c'est plutôt un clin d'œil que quelque chose de très sérieux par rapport à la décroissance de l'économie du frivole. Donc, j'aime beaucoup ce projet des frères Campanin, qui sont des Brésiliens et qui ont travaillé notamment à ces espèces d'énormes chaises qui sont faites à partir de peluches récupérées. Oui, on voit que cette économie du frivole, elle nous a produit et surproduit des tas de matériaux dont il va falloir faire quelque chose. Voilà, la frivolité de l'usage va probablement baisser dans cette composition d'opposés. Et puis les derniers opposés, c'est le développement et enveloppement. Donc ça, c'est une notion qui est peut-être un tout petit peu plus complexe, mais qui nous semble aussi intéressante. Le développement, c'est la diffusion de tout ce qui va être lié à la problématique
alors on prêche pour notre paroisse, hein, mais toute la problématique liée au prendre soin, donc aux soins, aux liens sociaux, aux soins à la santé, aux soins aux formes de liberté, aux droits fondamentaux, aux piliers de la démocratie, aux vivants. Là, on vous a mis comme exemple le travail qui s'appelle Prélettre d'Eloïsa Pérez, qui est en fait un dispositif typographique qui permet, dès la maternelle, de commencer à s'approprier la notion de typographie et d'écriture par un mode de construction de formes préalables, donc ces fameuses prélettres, qui sont à la fois ludiques, qui sont à la fois permettent de rentrer dans ce mode de compréhension de la construction de la typographie. Un travail qui a été fait en direct dans des classes avec des élèves par la designer. Et puis un projet qui, pour nous, est aujourd'hui un petit peu un projet exemplaire, presque en termes d'image, c'est-à-dire en termes de symbolique, etc., qui est un projet de Sonam Wangchuk, qui est un ingénieur à l'origine et qui a travaillé sur cette question assez clé, qui était de savoir comment on pouvait stocker de l'eau dans des régions sèches qui avaient des hivers très froids. Donc il a proposé cette espèce de tour, donc qui est en fait une tige en acier, assez simple mais assez importante, qui laisse pendant l'hiver dégouliner un filet d'eau, et ce filet d'eau va faire cette espèce de grande stalagmite, c'est-à-dire va concaténer dans une forme de gros pain de glace géant, une espèce de montagne de glace. Donc il explique très bien pourquoi il a pensé à ça, et notamment pourquoi il a voulu obtenir une forme la plus conique possible, qui était celle qui résistait le mieux et qui avait le plus d'ombre par rapport à la masse produite de glace. Ce qui est assez intéressant, c'est que lors des premiers usages, les habitants, là je crois que c'est au Ladakh, les habitants se sont emparés de ce principe et l'ont utilisé dès la fin de l'hiver pour aller pouvoir mettre de l'eau sur leur culture. Et puis ils se sont tellement appropriés que, comme vous le voyez sur la photo, il y a un petit bar qui a été créé à l'intérieur, comme dans un espèce d'igloo. Et dans ce petit bar, finalement, cet igloo, ce petit café caché, les gens qui venaient utiliser la glace à partir du moment où ils en avaient le besoin, prenaient une collation, un petit café, un thé, etc. Et l'argent qui est récolté sert à financer les anciens du village d'à côté pour leur pèlerinage. Donc il y a quelque chose dans ce projet qui est quand même assez... il y a quelque chose de très majestueux à la fois en termes de formalisation complètement spontanée, c'est le dessin EIN qui l'emporte, et pourtant le dessin EIN devient extrêmement frappant et extrêmement mémorable. Alors, justement, pourquoi on a choisi Verstollen ? J'en profite d'ailleurs pour nous excuser sur... vous avez tous remarqué qu'il y a des petites coquilles ici ou là, donc pardon pour les accords, les trucs qui manquent, etc. Alors, pourquoi cette expression ? Justement, Verstollen, donc Verstollen en allemand c'est furtif, et c'est aussi quelque chose au sens où c'est insaisissable. Mais l'idée c'était ça, c'était quand on dit ce qui ne peut nous être volé, c'est précisément d'abord déjà de lancer une adresse à toutes les dynamiques et toutes les pulsions d'extraction, de prédation, de spoliation, d'expulsion qui existent aujourd'hui et qui sont constitutives de nos économies. Donc déjà, c'est de poser de manière par le style, par le récit, par un concept qui dit stop à ça. Et qui dit qu'il y a quelque chose qui sera désormais insaisissable, imprenable, inappropriable, inviolable. Et donc, c'était important pour nous de le charter dans ce Verstollen. Donc je l'ai dit, ça renvoie aussi
Voilà, pour ceux qui connaissent le travail de Martha Nussbaum, elle s'était dans le sillage, bien sûr, des théories capacitaires, elle s'est proposée à un moment donné à définir 10 capabilités. Pour ceux qui sont, comment dire, dans le cours, qui suivent enfin pas le cours, qui suivent le DU, le certificat de spécialisation concernant design éthique. On a vu ça récemment sur les 10 capabilities. Et dans ces 10 capabilities, pour ceux qui ne les ont pas tout à fait en tête, il y a tout ce qui renvoie effectivement à... alors, l'enjeu, c'est quoi? C'est que Nussbaum définit les 10 capacités humaines primordiales de protection, d'individuation humaine, et plus globalement, de comment les politiques publiques doivent protéger ces capacités humaines. Donc, en gros, qu'est-ce qui édifie une société, quel est le travail de fond d'un gouvernement démocratique, etc. C'est d'assurer les conditions objectives de ces 10 capabilities. Bon. Et dans ces 10 capabilities, il y a bien sûr la santé, on retrouve en gros quelques grands droits universels, la liberté d'association, etc. Mais c'est dit assez sensiblement différemment. Par exemple, le droit d'avoir des dépendances choisies, le droit de définir un certain type de loyauté, de prendre soin, d'avoir le droit de prendre soin de certaines choses, etc. Bon. Et puis, il y a la question du jeu, il y a la question de l'humour, du lien au vivant, etc. Donc, en s'inspirant de cela, d'une certaine manière, la charte du Verstollen, elle cherche également, tiens, qu'est-ce que ce serait, non pas les 10 capabilités du Verstollen, mais en gros, voilà. Et en somme, nous, on sait que, parce qu'on ne l'a pas encore, cette charte, mais on sait que ce qu'on va aller chercher. On va aller chercher le fait que ce qui ne peut pas nous être volé, c'est l'accès à la sublimation et à la possibilité d'inventer des nouvelles voies de symbolisation. Donc ça, c'est très clair. Donc, au sens freudien du terme, qui pose que la culture est la première grande force de sublimation des instincts, c'est dans la civilisation, de toute façon, on sait que, boum, dans ces voies culturelles, dans ces voies de l'éducation, dans ces voies du soin, on a quelque chose là qui est de la préservation des forces de sublimation et qui nous paraissent importantes de préserver, de saisir, et de voir comment design et philosophie viennent protéger cela. Donc à voir comment... l'accès aussi, au fait que ne peut pas nous être volé systématiquement, confisquer l'espace public, et donc il y a la préservation d'un inappropriable. Ça, c'est des choses qu'on connaît assez bien maintenant avec tous les mouvements Occupy, tous les mouvements même des ZAD, qui sont aussi des mouvements de réappropriation. Nuit debout, dans un autre genre, ils sont des mouvements de réappropriation de l'espace civil. Et qui nous paraissent là aussi tout à fait importants. Un point aussi de capacité humaine qui nous paraît trop peu investi, c'est-à-dire c'est très investi de manière communicationnelle, ça on l'entend à tout va, mais en fait, pour tout d'un coup avoir une structure viable de la possibilité tout au long de la vie d'apprendre et d'œuvrer. Alors, on est ici dans un des grands temples de la formation tout au long de la vie, mais néanmoins, il y a encore des jolies marges de progression sur cette question. Et puis notamment, d'aller travailler sur quelque chose qui est assez peu fait, c'est l'interstitiel, je dirais. C'est-à-dire que, est-ce que si on avait un seul et même lieu qui viendrait tester tout un continuum de l'éducation, de la maternelle jusqu'à la fin de la vie, qu'est-ce que ça ferait? Qu'est-ce que ce serait?
Qu'est-ce que ça nous apprendrait de, tiens, ce fameux lien qui se joue entre non pas simplement la terminale et l'université, mais la maternelle et l'université? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est pas intéressant? Est-ce que ça vaut la peine d'être testé, expérimenté, etc. Qu'est-ce que ça nous apprend de la manière dont, justement, nous apprenons? Voilà, et ça, pour le coup, est-ce que ça mérite à un moment donné d'être identifié comme proof of concept et éventuellement proof of care. Donc, en l'occurrence, on a des idées de projets jusqu'à la maison de retraite apprenante, vous voyez, qui inclut que à n'importe quel âge de la vie, apprendre est absolument nécessaire, a une fonction thérapeutique essentielle de maintien. Enfin, tout ça est en plus validé mais encore une fois, faut-il à un moment donné se dire ok, mais comment et qu'est-ce qu'on met en place, comment on met ça en place, est-ce qu'on le lit, etc. Une des choses les plus fondamentales et qui nous paraît sous-investie, c'est la question du temps. On en a parlé aussi cet après-midi. C'est-à-dire en gros de comment nous produisons des lieux, des protocoles, des dispositifs, des apprentissages, que sais-je, des POC, des proof of care ou des proof of concept, qui permettent de sauver pour les individus la dialectique du temps. Alors je rappelle rapidement, mais nous avons des formes aujourd'hui de réductionnisme absolu du temps. C'est-à-dire qu'en gros, on nous propose un mode d'existence où, en gros, alors ça a été pensé par Hartmut Rosa et d'autres, etc. On est dans un phénomène d'accélération maximale qui fait que de toute façon, on est contraint à la linéarité et au cumulatif et à l'accélération, et qui fait que de toute façon, alors là pour le coup, le faire expérience n'est pas possible, mais en plus il y a un sentiment de mutilation, d'être broyé, etc. Et puis que le temps file et qu'on n'en fait rien, et que, donc on est pris au piège de ce chronos. Alors encore une fois, le chronos c'est très important, ça nous permet en plus de vivre des moments sociaux ensemble, parce que c'est le temps social aussi, le temps historique, tout ça. Mais à un moment donné, pour qu'un sujet psychiquement se sauve, il faut qu'il ait un rapport au temps qui ne soit pas uniquement celui-là. Et donc il faut quelque chose qui s'appelle l'aion et quelque chose qui s'appelle le kairos. L'aion, c'est le sempiternel, c'est l'éternel, c'est le suspens, c'est-à-dire la possibilité d'arrêter le temps, bien évidemment par la symbolique, mais aussi par la sublimation, par l'expérience, par tout d'un coup quelque chose qui fait une production de stance possible. Et puis le kairos, vous savez, c'est tout simplement le moment, l'instant, l'occasion divine, c'est-à-dire la possibilité de faire commencement, la possibilité de s'engager, la possibilité de dire il y a un avant et un après. Cette histoire, je ne la subis pas simplement comme une linéarité, je fais commencement, je fais histoire, il y a quelque chose qui se passe et qui fait que, de fait, pour le coup, il y a un avant et après, non pas au sens chronologique du terme, mais au sens métaphysique. Il y a un avant et un après au sens où on n'est plus dans le même seuil, c'est plus du quantitatif, c'est du qualitatif, on n'est plus au même endroit. Bon. Donc en gros, comment nous, demain, on préserve aussi la scolée, la vacance, le temps propre, ce temps de contemplation, cette fonction critique par rapport au temps, etc. Et comment on produit des lieux, des formes qui tout simplement nous restituent un rapport au temps qui permet une individuation ou qui permet l'édification, encore une fois, d'un état social de droit. Bon, voilà. Comment on intègre ça, bien sûr, dans une démarche de design? Bien sûr, il y a la question de la résilience qui a souvent été posée dernièrement par quantité de chartes, comment on crée des écosystèmes résilients, etc., mais qui malgré tout maintient, alors là, ici,
avec peut-être un couplage qui est moins travaillé dans d'autres chartes, qui est la question du ressentiment, et comment on se tient à distance des pulsions ressentimistes. Et donc, résultat, là aussi, hein, il faut travailler ça. Et puis, un réinvestissement des services écosystémiques, mais aussi sur... Alors, il y a plein de choses. Hein, il y a les 4 catégories des services écosystémiques qui, de toute façon, doivent être intégrés dans le design, ça c'est sûr, les fonctions support, l'alimentation, comment dire, je ne sais même plus, les 4... et notamment aussi les services esthétiques, dits récréatifs. Mais voilà, en gros, qu'est-ce que ça veut dire dans le design, à un moment donné, ce qui va nous intéresser, c'est pas telle ou telle, je sais pas, matière, mur, etc. C'est comment on préserve l'accès à une vue, comment on préserve l'accès à la lumière, comment on préserve l'accès au silence, etc. C'est-à-dire d'avoir une approche un peu différente sur des biens publics, après tout, qui sont aussi des biens esthétiques et qui sont aussi des biens qui nous permettent une qualité de subjectivation, mais qui de fait aussi produisent un certain type de forme pour permettre le rapport, encore une fois, à cela. Et puis aussi, pas que le côté, parce que ça c'est le côté positif de tout ce que ça peut nous emmener, mais aussi qu'est-ce que ça sollicite de nous, quel impératif de responsabilité, où est-ce qu'on va situer l'engagement des différentes parties prenantes dans toute cette histoire, voilà, le fait que demain nos expériences de design, dans ce prendre soin, il y a le prendre, hein, il y a quand même quelque chose de très actif, de très impliquant. Et ça, comment on le pose aussi pour pas que ce soit ressenti comme une contrainte normative trop forte. Et puis en même temps, comment on essaye de créer un faire expérience qui, à un moment donné, valorise ce lien, considère que la solidarité fait partie de la construction de l'objet, enfin bref, qu'il y a quelque chose à travailler aussi autour de ces points. De façon très pratico-pratique, le Verstollen, à un moment donné, ça va être aussi la question et au fait le numérique dans tout ça, ou comment. On va de plus en plus vers tout de même un numérique de contrôle, de traçabilité, en fait où une technique est en train de rendre caduque tout simplement la Déclaration des droits de l'homme, parce qu'encore une fois, la libre circulation, c'est pas la traçabilité sur le net, hein. On est tous d'accord avec ça, mais pourtant aujourd'hui, on n'a pas la plateforme qui nous permet de faire de la liberté de circulation de manière plus tranquille. Si, le darknet. Et encore. Bon, alors la question c'est à ce moment-là, très bien, mais qu'est-ce que c'est que la version citoyenne du darknet, si j'ose dire? Qu'est-ce que c'est demain le fait de nouveau de préserver des modes de circulation, des modes de communication qui sont réellement hors contrôle, protégés, qui nous permettent vraiment de vivre la liberté selon la Déclaration des droits de l'homme, c'est-à-dire de ne pas avoir un mouchard sur les fesses. Donc, résultat, ça veut dire aussi cette question de la compétence de la citoyenneté, cette question de l'ingénierie peut-être au service d'une citoyenneté, de la défense des droits, comment on fait ça. Et résultat, le design des instances peut nous aider peut-être aussi à former, construire, protocoliser. Enfin, c'est des questions qui nous semblent importantes. C'est tout ce qu'on appelle, par exemple, les travaux qui réunissent à la fois la blockchain d'un côté et tout le censorship resistant, hein, c'est-à-dire comment on mêle ces deux, d'un côté une technique, et puis en même temps, de l'autre côté, des valeurs très spécifiques de l'État social de droit.
Donc la façon dont on va procéder, c'est sur la frise dont on a parlé tout à l'heure. Donc ça, c'est l'état de la frise tel que vous pourrez la découvrir dans l'exposition. Hein. Donc il faut imaginer ça faisant 3 mètres de haut et sur 5 mètres, 6 mètres de large, qui est une frise qui est à la fois chronologique et qui est à la fois systémique dans les liens entre les grands moments du design et les grands moments de la pensée philosophique et politique. Les choix des iconographies ont été assez largement inspirés des grandes fresques sociales de Perriand, c'est-à-dire qu'on n'a pas voulu forcément mettre des références, on n'a pas voulu forcément mettre les photos des objets, mais plutôt des photos des situations, ce qui est un peu différent. Les situations des designers en situation ou des objets en situation, enfin essayer de trouver comment cela pouvait plutôt raconter l'événement que la production qui était faite à ce moment-là. Ensuite, dans l'exposition, on a mis dans des parties verticales justement ce qui nous semblait les failles les plus importantes à mettre sur ces 150 ans. Et surtout, on a demandé au public de faire de même, c'est-à-dire de dire, nous on a mis 2008, on a mis 73, on a mis, et puis vous, à quoi pensez-vous et qu'est-ce qui pour vous fait faille et fait aussi réinvention? Qu'est-ce qui à un moment vous a permis d'avoir ce sentiment, cette espèce de retournement sur ce qui ne peut vous être volé? Donc il y a beaucoup de choses qui se sont réenrichies. Et finalement, là c'est une illustration, mais on vous en montrera plus quand l'exposition sera finie parce qu'on aura vraiment l'ensemble des choses. Donc ce que ça illustre, c'est que dans cette manière de se réinventer, dans la manière qu'on peut avoir de renverser l'hypercontrainte, on va chacun avoir un cheminement qui nous est particulier. C'est-à-dire qu'on va avoir chacun une sensibilité aux histoires, aux modes de design, aux concepts philosophiques qui nous est particulier, et que ce chemin, c'est celui qui va nous permettre à chacun de réfléchir, de créer, de concevoir dans un présent élargi, c'est-à-dire en n'étant pas sur la réaction abrupte à ce qui se passe là à l'instant T, mais sur un mode de pensée et de création qui s'inscrirait dans une histoire, dans une forme d'énergie, dans une forme de parcours, dans une forme de chemin constitué par ces connaissances, constitué par ces environnements symboliques et esthétiques. Donc là, on en est à cette partie-là. Voilà pour aujourd'hui, donc ça nous laisse un petit peu de temps pour les questions. Donc on se rappelle que le mercredi 18, on aura la suite. Donc dans la suite, on va vraiment vous développer un petit peu les thématiques qui sont ressorties de cette grande frise. Donc par exemple, ces thématiques, elles vont illustrer ce qui ne peut nous être volé. On a une thématique sur la stimulation de la démocratie, on a une thématique sur le fait d'assumer des communs négatifs, on a une thématique sur la sobriété, une thématique sur la liberté d'être radical, qui est une thématique assez importante qui ressort de tout ça. Donc pour l'instant, on a quasiment une quinzaine de thématiques, donc on les abordera peut-être pas toutes, mais on essaiera de vous montrer un petit peu dans quel environnement se situe ce qui ne peut être volé, et puis de commencer à vous dire sur chaque thématique quels sont les chercheurs qu'on va solliciter pour que vous puissiez suivre tout au long de cette troisième année l'évolution de notre design WISCARE. Merci à tous en tout cas, et si vous avez des questions, avec plaisir. Quoi ça? Non. Allez. Bon, pendant que vous réfléchissez à vos questions. Il y a 2 conférences qui vont avoir lieu là prochainement si ça vous intéresse. Donc le samedi, on sera à Lille avec la philosophe Fabienne Brugère pour parler design, éthique et soins. Et Fabienne a notamment beaucoup travaillé, c'est assez intéressant de voir comment elle a pu le faire, sur une exposition qui s'appelle Les usages du monde, qui est présente dans le cadre de la capitale mondiale du design.
qui est un petit peu une approche qui est dans le champ du travail qu'on peut faire, bien sûr, mais qui est avec une approche qui est plus liée à l'architecture, avec les nouveaux modes d'architecture, etc. Il y a vraiment des projets très, très intéressants. Je vous incite à aller voir cette exposition. Et puis il y aura une table ronde qui sera en ligne sur la thématique du design et de la solidarité, qui est une mémoire d'après-crise. Donc ça c'est mercredi 21. Et ce sera à 15h et c'est sur le site de la capitale mondiale du design qui s'appelle Design is Capital. Toujours pas de questions? Voilou. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques ou rien du tout? On va faire un petit épisode de publicité, vous réfléchissez à vos questions. Alors là, la communauté Design with Care autour du séminaire, autour de tous les projets qui se font, est en train d'énormément s'agrandir, ce qui est absolument génial par rapport à tout ce qu'on a apporté et tout ce qu'on veut faire. Donc vous faites partie de cette communauté, puisque là vous êtes là ce soir. Mais si d'une manière ou d'une autre vous avez envie de participer, d'amener ou de faire valoir un projet sur lequel vous travaillez, n'hésitez pas, vous pouvez écrire à Diana qui est ici, qui s'occupe de l'organisation de tout ça et qui pourra vous aiguiller vers les bonnes personnes au bon endroit dans cet écosystème qui s'agrandit. Et puis de même, on pourra vous aiguiller des gens vers vos travaux ou vos demandes quand on le pourra.